Venir par vague. C'est un thème important chez le Canadien depuis le début de la saison. Toute vague n'est pas créée égale, par contre. Je veux dire, on s'attend pas à ce que la quatrième soit aussi constante et puissante que la première. C'est vrai. Mais qu'advient-il lorsque le phénomène de la vague commence petit à petit à s'installer au sein d'une équipe? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Quiconque était occupé à un copieux dîner de famille ou à changer ses pneus samedi soir, quoique changer des pneus c'est pas si long que ça, là, mauvais exemple, mais bon, qui n'a eu le temps que de regarder le score du match entre le Canadien et le Mammouth pour être porté à se dire « Oh wow! Grosse domination du Canadien, 6-2. Un petit regard de plus sur la feuille de pointage, par contre, vous permettrait en fait de réaliser que le match en était un d'un seul but d'écart alors qu'il restait moins de 10 minutes à faire en troisième et qu'à partir du quatrième but, la chaîne a complètement débarqué pour le gros Mammouth. Si on se fie à Martin Saint-Louis et aux joueurs, l'équipe a joué sa meilleure troisième période de la saison et sans retourner vérifier chaque troisième engagement jusqu'ici, là, les données donnent à tout le moins raison au coach que c'était en effet une excellente troisième période pour l'équipe. Au début du troisième tiers, l'Utah dominait les buts attendus à ce moment-là dans la rencontre, 1,65 à 0,96. Le match s'est terminé 2,79 à 2,38 à ce chapitre à la faveur du Canadien, ce qui veut donc dire que l'équipe de Martin Saint-Louis a dominé à ce chapitre 1,83 à 0,73 en troisième période uniquement. C'est très encourageant, considérant que le club a pris une mauvaise habitude de laisser filer des avances en troisième. Une première clé est toute simple, d'ailleurs, là-dedans, si on se fie à Samuel Montembeault. Moi, c'était probablement notre meilleur troisième qu'on a joué depuis le début de la saison. On a continué d'appliquer le game plan, on a continué d'appliquer la pression, puis on a continué à jouer, on n'a pas juste sit back. Puis eux, en retard d'un but, il fallait qu'ils appliquent la pression, qu'ils essaient des choses, puis on a juste attendu qu'ils fassent les erreurs, qu'on ait capitalisé de l'autre côté. Continuer à jouer! Il faut continuer à jouer. Bravo, Monty, c'est la clé. Autre chose qui vient du fait que derrière un des meilleurs premiers trios de la Ligue, que plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, continuent de vouloir voir être défait, ce qui dans le jargon, me flabbergasse. Mais ça, ce serait pour un autre épisode. Bref, une question se pose. Est-ce que le Canadien s'est doté d'un des bons top 9 de la Ligue nationale de hockey? La réponse, honnêtement, est un peu surprenante. Et c'est ce qu'on va regarder dans cet épisode. Tout juste avant de poursuivre, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Peux-tu croire qu'on a déjà le tiers du mois de novembre de passé et qu'on s'en va en deuxième période du mois le plus dépressif de l'année? Selon plusieurs, en tout cas. Pour t'aider à passer à travers et dire dehors novembre, tu cherches du bon contenu en français sur ton sport préféré, t'es à la bonne place. Abonne-toi! On vise d'atteindre les 25 000 abonnés d'ici la fin 2025 et on s'approche du but. Chaque personne qui rentre dans l'aréna compte. C'est gratuit, ça prend 0,5 secondes et t'as aucune idée à quel point ça contribue énormément à l'essor du contenu d'ici. Alors sur ce, merci pour ton temps et voici une photo de bébé Montembeault. On poursuit. La première chose dont on doit parler, la bonne séquence de Kirby Dach. J'appelle ça une bonne séquence plutôt que l'émergence, le retour, peu importe, parce que donnons le temps au temps de faire son temps. Ouais, ça a du sens, ça. Mais Kirby Dach a en effet l'air d'être en train de redevenir petit à petit le joueur qu'on espérait chez le Canadien. Après ça, les mauvaises langues diront oui, mais il va se blesser dans 2 matchs. Bon, c'est pour ça que je dis de laisser le temps au temps de faire son temps. Parlant de temps, combien de temps ça peut durer? Ça, c'est une autre question. Mais force est d'admettre que son bon jeu présentement donne quelque chose à Martin Saint-Louis qu'il n'a jamais eu jusqu'ici dans sa carrière d'entraîneur, un véritable top 9. D'abord, à ses 5 derniers matchs, Kirby Dach, ou Docker, comme ils disent, il a 5 points, dont 4 buts. Il joue en moyenne 14 minutes par rencontre et surtout, il remporte 55,6% de ses mises en jeu durant cette séquence-là. Le dernier élément est quand même important pour 2 raisons. Un, pas plus tard que la semaine dernière, je vous parlais de la charge de travail de Nick Suzuki et Jake Evans au cercle. Une charge de travail qui les place parmi les centres les plus occupés de la LNH.
Vous pouvez aller écouter la vidéo, là, elle vient d'apparaître juste là en haut de ma tête. Un Kirby Doc en qui on a plus confiance pour remporter des mises en jeu contribue certainement positivement au choix de joueur de Martin Saint-Louis. Tu n'es pas obligé nécessairement, si Suzuki vient de faire une longue présence ou quoi que ce soit, de peut-être envoyer ton 4e trio sur la glace ou du moins envoyer Jake Evans prendre une mise en jeu alors que tu aimerais peut-être un trio plus offensif. Mais aussi, il le fait à lui seul, ce travail-là. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le 2e trio A, là, appelons le trio de Demidov 2A, celui de Dak 2B, Oliver Kapanen et Alex Newhook, ils se partagent la tâche au cercle des mises en jeu. C'est comme ça qu'on a réussi à libérer Newhook, ou plutôt peut-être le protéger. Bref, ton boy continue de penser qu'à terme, sur ce trio, c'est Kapanen le centre, que Newhook, c'est un ailier qui aide au cercle de temps en temps. Mais bon, ça, ce serait pour une autre discussion encore une fois. Donc, Dak, lui, est centre. Il ne dépend pas de Zachary Bolduc pour l'aider dans ce département. On ne se split pas ça chacun de notre côté, peu importe. Dak, c'est le joueur de centre de ce trio. Ce qui est intéressant là-dedans, d'ailleurs, c'est que Dak semble impliqué dans le processus. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le passé, on a beaucoup questionné sa rigueur, son désir. Disons que ça n'a jamais été sa grande force. C'est pas Steve Bégin, mettons, ou même Brandon Gallagher, pour prendre un de ses coéquipiers. C'est pas le gars dont on a parler en bien pour l'éthique de travail depuis le début de sa carrière. Et là, ben, ça m'a marqué un petit peu plus dans appelons ça, le projet de l'entraîneur, pour prendre un langage soccer un peu. Chasing standards and understanding where we're at and where we want to be, and making sure that we're doing everything right on and off the puck to have those good details and to close games out in the third. Donc, en début de saison, on a été très dépendant, soyons honnêtes, du brio du premier trio. Ensuite, l'arrivée d'Ivan Demidov sur la première unité d'avantage numérique a momentanément, beaucoup de syllabes, transformé celle-ci en incroyable Hulk après avoir été Bruce Banner pendant un certain temps. Et maintenant, le Canadien semble avoir la réelle possibilité de devoir une équipe qui a 3 trios sur lesquels il peut compter, plus un 4e qui joue son rôle. On ne s'éternisera pas sur le premier trio. On connaît maintenant sa qualité, mais à des fins de profondeur de l'explication, appelons ça ici, sachez qu'au-delà des belles statistiques traditionnelles puis des bonnes stats des joueurs en tant que tels, de Caulfield, Suzuki et Slavkovski, ce trio se démarque pour vrai. Lorsque Caulfield, Suzuki, Slavkovski sont ensemble sur la glace à 5 contre 5, c'est ça que vous voyez présentement, 11 buts pour, 3 buts contre. Donc 78,57% des buts qui sont marqués lorsqu'ils sont sur la glace à 5 contre 5 ensemble, c'est des buts du Canadien. On a 57,75% des tirs qui sont pris et les buts attendus, c'est pas aussi reluisant que l'absolu, là, le 11 buts pour 3 buts contre, mais c'est quand même 60,90% des buts attendus qui sont à la faveur du Canadien lorsqu'ils sont sur la glace. C'est donc dire que, sans trop de surprise, quand tu as des bons buteurs comme Caulfield, Suzuki qui est un double marqueur de 30 buts dans la Ligue nationale de hockey, même Slav qui a un bon tir, ben on en a parlé dans une vidéo récente là, sur Alex Newhook. Les bons buteurs vont avoir plus de buts que les buts attendus. Autrement dit, ils vont marquer sur des chances de marquer de moins bonne qualité parce que ce sont des bons tireurs. Bref, 62,66% des chances de marquer également. D'ailleurs, toutes les statistiques dont je vous parle présentement, vous le voyez en bas à droite de votre écran, ouais, à gauche de moi, mettons, mais à droite de votre écran. Toutes les stats dont je vous parle présentement sont disponibles sur le site web Natural Stat Tricks. C'est gratuit. On y compile ce genre de statistiques pour ceux que ça intéresse, qui sont des gros nerds. C'est tout le temps intéressant à suivre. Il y a un seul autre trio qui a joué l'entièreté de la saison ensemble jusqu'ici, et c'est celui de Newhook, Kapanen et Demidov. On refait l'exercice donc qu'on vient de faire avec ce trio-là. Tentative de tir, seulement 44,8%. Donc, on concède plus de tentatives de tir. J'insiste là, quand je dis tentative de tir, donc ce sont les tirs, bien sûr. Arrêtés, les buts, les poteaux, les tirs bloqués, les tirs qui ratent le filet, c'est le volume de tirs qu'on envoie au filet. Donc, l'adversaire tire plus, prend plus de tirs lorsque ce trio-là est sur la glace. Sauf que, dans l'absolu, pour les buts pour, buts contre, ce qui est au final comme ça que tu gagnes un match de hockey, 11 buts pour, 6 buts contre. Donc, on marque autant que le premier trio, mais on a encaissé le double de buts, ce qui donne quand même un résultat de 64,71% des buts. Et pour ce qui est des buts attendus et des chances de marquer, 48% dans les deux cas. Ces deux choses-là sont intéressantes pour deux raisons. D'abord, donc, on concède plus de tirs, mais
vous voyez que les buts attendus et les chances de marquer, là, on est plus proche du 50%. Donc, c'est une chose de concéder plus de tirs, mais si les tirs que tu concèdes ne sont pas nécessairement des tirs de qualité, c'est important de mettre ça dans ton blender, puis dans ton mixeur, comme disait Michel Terrien. Bref, on est opportuniste. Ça, on le sait. Et malgré la présence de 2 recrues, on se débrouille dans le jeu sur 200 pieds. Et surtout, ces statistiques-là vont en s'améliorant. Donc, c'était pire au début de la saison pour ce qui est tentative de tir, but attendu, tout ça, puis ça s'en va vers le haut. Ça, it's trending up, comme disent les Anglos. Trio de Kirby Dach, maintenant. L'échantillon est moins grand. Dach s'est blessé. Et à son retour, on a attendu avant de le remettre avec Bolduc et Gallagher. Donc, eux, c'est sur 8 rencontres. Les chiffres que vous voyez, contrairement à l'entièreté des rencontres du Canadien pour les 2 autres trios. On a 53,63% des tirs, 8 buts pour, 3 buts contre. Donc, en moyenne de minutes passées sur la glace, on est le trio qui marque le plus à 5 contre 5 parmi les 3. Le trio de Dach, Bolduc et Brendan Gallagher. Il faut dire que l'échantillon est plus petit, puis ça a donné aussi qu'on est sur une bonne séquence présentement, là, mais quand même, il faut le souligner. 72,73% des buts ont été marqués par le Canadien lorsqu'ils sont sur la glace ensemble à 5 contre 5. 62,74% des chances de marquer. Des buts attendus, pardon, et 50,77% des chances de marquer. C'est beaucoup de chiffres, j'en conviens. Prenez le temps de digérer tout ça. C'est pour ça que je vous ai mis le beau tableau, là, pour que ce soit plus facile à digérer. Ce qu'il faut retenir, par contre, c'est qu'à 5 contre 5, ces 3 trios-là ont 30 buts pour, 12 buts contre. Je suis pas bon en maths, mais c'est un différentiel de plus 18, ça. Même pas en moins que 15 matchs, parce que tes 2 premiers trios, oui, ont joué 15 matchs. Le 3e, appelez-le le 2B si vous voulez, est à 8. C'est un incroyable différentiel, même qu'on pourrait dire que c'est pas vraiment soutenable. S'ils le font, je veux dire, le Canadien va rester là où il est présentement, au sommet de la division Atlantique. Et en plus de tout ça, tu as le 4e trio qui, lui, n'a joué que 3 matchs ensemble, parce qu'au début de la saison, quand les trios avaient été composés, les 3 premiers tels qu'ils le sont, c'était pas Veleno qui était aux côtés d'Anderson et Evans, c'était Patty Laine. Donc, on n'a que 3 matchs ensemble en tant que trio de disputés. 1 but pour, 2 buts contre, ce qui est bien correct pour un 4e trio. On ne te met pas dans le trouble outre mesure. Mais bon, c'est un 4e trio, après tout. Je sais d'ailleurs que plusieurs d'entre vous là, se plaignent de la distribution du temps de jeu, entre autres d'Ivan Demidov. Je comprends. 2 choses. En fait, non, excusez. Rewind. Scratch rewind. D'abord, Martin Saint-Louis a une excellente feuille de route jusqu'ici pour amener les joueurs du Canadien où on veut qu'ils se rendent. Pensez à Cole Caulfield. 1 but en une demi-saison. Son année recrue. Et lorsque Martin Saint-Louis est arrivé, petit joueur dont plusieurs disaient et disent encore à ce jour que c'est juste un buteur, on allait même jusqu'à dire qu'on l'échangeait en courant. En courant! Comme ça. Carrément. Aujourd'hui, non seulement un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey, mais en plus de tout ça, un joueur sur 200 pieds. Un joueur dont la trame narrative, l'entourant, est en train de changer complètement. Juraj Slafkovský, que vous le vouliez ou non, dans son rôle, complète un des meilleurs trios de la Ligue et est en train de devenir le joueur qu'on espérait quand on l'a repêché. Je sais que le Canadien vient de jouer contre Logan Cooley. C'est la grosse mode de regarder les statistiques de Logan Cooley, les comparer à Slafkovský. Personnellement, mon opinion a tout le temps été que le Canadien ne se trompera pas avec ce premier choix au total tant que Slafkovský n'est pas largement moins bon que les 3 gars repêchés derrière lui. Et jusqu'à date, c'est pas le cas. Je te dirais que Slav et Cooley sont dans la même catégorie de joueurs dans des styles différents. Et je pense que, surtout maintenant avec l'arrivée d'Ivan Demidov, le Canadien a plus besoin de Slav qu'il aurait eu besoin de Cooley. Mais bon, c'est en train de prendre pas mal plus. Ça a pris pas mal plus de temps, même que certains, dont moi, ton boy, gros niaiseux, avaient un peu abandonné. Mais Newhook et Dach, présentement, ce qu'on est en train de faire avec eux, c'est à tout le moins intéressant. Lane Hudson l'an dernier, bref, tout ça pour dire que je pense que Saint-Louis mérite le bénéfice du doute quand il est le temps de développer les jeunes talents dans le bon cadre, de les mettre dans la bonne situation pour qu'ils réussissent à court, moyen et surtout long terme. Le Canadien cherche à gagner présentement. Et les jeunes comme Demidov ont un rôle important au sein de ces victoires-là. Mais c'est quand même important.
prendre la petite cuillère, ouvrir la bouche, avion. Puis tu sais, d'y aller bouchée par bouchée, puis pas d'arriver, puis dire, let's go, mange une pizza extra large complète à toi tout seul, mon Ivan. Puis c'est pas facile à faire. Là. Regardez comment on a lamentablement échoué avec Capo Caco et Alexis Lafrenière à New York. Ces deux joueurs-là sont arrivés. Les Rangers, c'était une équipe, bizarrement, qui a repêché deuxième au total et premier au total, coup sur coup. Ouais, Capo Caco, c'était 2019, puis Laffy, c'était 2020. Mais on n'était pas une équipe de bas de classement. Là, bref, je trouve que l'erreur que plusieurs d'entre vous faites, c'est de se dire Demidov fait presque un point par match à 13,47 par soir. Quand est-ce qu'on va y en donner plus? Imaginez ce qu'il faisait à 16, 17, 18 minutes. Demidov est exceptionnel. Il est déjà proche d'être le meilleur joueur du Canadien. Puis d'après moi, si c'est pas l'an prochain, dans 2 ans, il est le meilleur joueur du Canadien. Il faut quand même mettre du respect sur le nom de Nick Suzuki. Là, hein? Mais je pense que c'est pas parce que tu excelles à 13 minutes que tu vas automatiquement exceller à 15, 16, 17, 18. Baby step. Il faut faire des baby steps. Puis je trouve que le Canadien le fait très bien présentement. Je reviens à ce que je vous disais tantôt. Caulfield, Suzuki, Slav, 11 buts pour, très bien, mais seulement 3 buts contre. Et on le fait contre les meilleurs joueurs adverses. Il y en a qui vont arriver et me dire oui, mais les stats de Demidov montrent qu'il est bon défensivement. Il est peut-être prêt. Écoutez, c'est vrai. Pour ceux qui regardent les statistiques avancées, là, c'est vrai que les statistiques de Demidov sur 200 pieds sont excellentes. Sauf que c'est une chose qu'il faut quand même mettre en perspective. On ne peut pas contredire les faits. Il faut quand même les mettre en perspective. Ce que je veux dire par là, c'est très bien, c'est une chose d'être bon sur 200 pieds quand tu joues contre Jack McBain. C'en est une autre quand ton match-up, c'est Connor McDavid. Sans manque de respect à Jack McBain. C'est que les match-ups, les confrontations de Nick Suzuki sont les meilleures possibles. Donc, ce serait peut-être différent. Mais bref, bouchée par bouchée, baby step. OK, fermeture de la parenthèse. Ce que tout ça nous dit, c'est que Martin Saint-Louis et son Moses de focus sur les standards. We just staying process driven. You know, I think we're chasing standards. You know, when you chase standards, you're not so preoccupied by chasing the scoreboard. C'est en train de fonctionner. Tu as une des bonnes équipes à 5 contre 5 de la Ligue, un avantage numérique qui est maintenant top 5 de la LNH en date de l'enregistrement de cet épisode. Si Monty est back pour de bon, ce que je pense personnellement qu'il est, tu as un excellent duo de gardiens. Reste plus qu'à faire ce que tu as fait contre le Mammouth. Bien jouer avec l'avance. Il faut que ça devienne régulier. Puis peut-être un désavantage numérique moyen aussi. Simplement moyen. Je veux dire, présentement, il est comme moyen faible. Il est 17e dans la Ligue nationale de hockey. Si tu peux grimper de 5-6 rangs, tu n'es pas obligé d'aller top 10, mais borderline top 10, ça serait très bien. Tu sembles être en voie d'atteindre ton objectif en tant qu'équipe. Le Canadien a toujours, depuis le début de sa reconstruction, visé de devenir, non pas les Oilers d'Edmonton, mais beaucoup plus une formation comme les Blackhawks de Chicago de leur dynastie. Une formation qui est bonne du haut vers le bas. Pendant longtemps, on disait qu'il n'y aurait pas de super vedette, puis finalement, ils s'enlignent pour en avoir au moins 2. Mais bon. Puis pendant ce temps-là, c'est même pas ces deux-là qui dominent des statistiques de la LNH, c'est Suzuki Caulfield, parce que les deux que j'avais en tête, c'était Hudson puis Demidov. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Le Canadien continue d'être en avance. Il l'était l'an dernier en faisant les séries, et là, on continue à se diriger vers le haut. Et présentement, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que c'est différent de ce qui a amené le Canadien en série l'an dernier. L'an dernier, tu es entré en série par la force de tes meilleurs éléments. Nick Suzuki qui a traîné le club sur ses épaules, une excellente fin de saison de Samuel Montembeault, Lane Hudson, etc. Mais tu n'étais pas l'équipe nécessairement la plus profonde. Tu ne l'es pas encore nécessairement l'équipe la plus profonde, mais là, tu as une contribution plus complète. Donc, justement, pour résumer, la bonne séquence de Kirby Dach nous permet de voir que quand les éléments sont alignés, le Canadien est capable d'être une des meilleures équipes de la LNH à 5 contre 5. Est-ce que tout ça est encore trop fragile? Probablement, je viens de le dire. Tu n'es pas encore l'équipe qui a nécessairement le plus de profondeur. Tu regardes ces 3 trios-là, puis tu sais, c'est même pas obligé d'être une blessure sur le premier trio. Tu as plein de joueurs qu'une petite blessure pourrait venir briser cet équilibre. Tu n'es pas encore au stade des vraies grandes équipes où un bon joueur qui se blesse pas trop grave, des fois 2, mais tu commences tranquillement, pas vite, à y arriver. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi il faut continuer à améliorer l'équipe. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes en mode « Non, tout va bien, on touche à rien! » Il y a toujours place à l'amélioration tant que tu n'as pas gagné le gros trophée.
Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu aujourd'hui? Trouves-tu que le Canadien est en train de devenir une des bonnes formations de la Ligue à 5 contre 5? Est-ce que tu aimes la profondeur du top 9? Personnellement, je trouve que le Canadien, ça fait longtemps qu'on dit qu'il a peut-être le meilleur premier trio qu'il a eu au 21e siècle, mais là, je commence à me dire qu'il commence à avoir un des top 9 très intéressants également qu'il a eu au 21e siècle. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir si ces 5 équipes qui connaissent des débuts de saison surprenants peuvent maintenir la cadence? Ben, clique là. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!